Bienvenue à ce podcast de Kera sur les acquisitions d'entreprises avec Philippe Martin Daguet, directeur des acquisitions chez Vinci Construction, les Amériques et Océanie, qui a une longue expérience dans le domaine, plus de 30 ans chez Vinci, travaillé en France, en Angleterre, au Portugal, à Hong Kong, j'en oublie, en Grèce, aux Pays-Bas. Et au Canada, bien entendu, comme vice-président finance, comme directeur ou gestionnaire d'actifs, comme directeur des acquisitions, évidemment. Là, et puis, tu as fait des petites acquisitions, une dizaine de millions, des grandes acquisitions de plus d'1 milliard, acheté des autoroutes, des entreprises, des aéroports, pour Vinci Construction, pour Vinci Concessions. Puis je crois que tu as travaillé sur presque tous les continents. Sauf peut-être l'Afrique et l'Antarctique. Ah, l'Afrique et l'Antarctique. L'Antarctique et l'Arctique qui sont des sujets qui vont probablement être abordés un jour. Donc, bienvenue. On va aborder durant le podcast des sujets comme pourquoi on fait des acquisitions, comment on fait des acquisitions, puis quels sont les pièges peut-être de ces acquisitions. Pourquoi les entreprises font des acquisitions? Pourquoi Vinci ou Vinci Construction, la division pour laquelle tu travailles, réalise des acquisitions? Déjà, Vinci a été formé par une grosse fusion il y a 25 ans entre deux groupes français, qui étaient des groupes, des filiales de construction de compagnies d'eau, et depuis a grandi par croissance externe en achetant un peu partout dans le monde des sociétés de construction, mais aussi des sociétés d'énergie et des concessions. OK. Ça représente un gros pourcentage de votre chiffre d'affaires, les acquisitions? Alors, dans ma division, chez Vinci Construction, qui est la division Amérique-Océanie, aujourd'hui, c'est plus de 60% de notre chiffre d'affaires, c'est des sociétés qu'on a achetées dans les 10 dernières années. Les bonnes comme les moins bonnes. Il n'y a pratiquement que des bonnes. Alors, c'est ça qui va être intéressant. C'est ça qui va nous intéresser, en fait, aujourd'hui, c'est de voir jusqu'à quel point vous avez dû développer avec les décennies toute une méthode d'analyse, puis une méthode d'intégration de vos acquisitions pour arriver à en faire un succès. Combien d'acquisitions dans la division Vinci Construction vous réalisez dans une année à peu près? Chez Vinci Construction, je dirais 4 ou 5, et dans la division, 3 ou 4. On fait l'essentiel des acquisitions de Vinci Construction. Elles sont dans cette division, essentiellement Amérique du Nord et plus récemment Océanie. Quand on parle d'acquisition, nous, évidemment, chez Kera, on a des clients qui font des acquisitions, comme vous. Puis des fois, on a des clients qui font des ventes d'entreprises. Et puis, ils nous parlent toujours de synergie. Ils nous disent toujours ah, vous savez, tel acheteur, il va pouvoir tellement profiter des synergies qu'il va payer la lune pour mon entreprise. Alors, je te rassure, on entend toujours ça en tant qu'acheteur aussi. OK. Donc, voilà. Et puis, est-ce que vous payez la lune? Non, on ne paye pas la lune. Les synergies, c'est le travail de l'acheteur. OK. Donc, il n'y a pas vraiment de raison de rémunérer le vendeur pour ça. Donc, en général, dans nos modèles de valorisation, on fait une estimation de la valeur des synergies, mais on ne l'intègre pas dans la valeur qu'on offre au vendeur. OK. Donc, dans le fond, ce que tu nous dis, c'est que vous allez regarder la valeur de l'entreprise comme telle de façon indépendante à Vinci. Oui. Vous allez calculer les synergies à côté que vous allez garder pour vous, essentiellement. Absolument. OK. Mais par contre, quand on valorise, comme on dit, en standalone, donc la société elle-même telle qu'elle est, en estimant ses profits futurs, à partir de ce qu'elle a réalisé dans le passé. Et c'est comme ça qu'on valorise, et on essaie de valoriser au prix de marché pour avoir des chances, parce qu'on a quand même des concurrents. Ouais. Et donc voilà, on n'intègre pas spécialement les synergies. Des fois, ça nous permet d'avoir un peu de marge de manœuvre si on a vraiment une envie de cette société et le client insiste. Et pour arrondir un peu le prix. Pour arrondir un peu, exactement. OK. Mettre un peu de crème dans la sauce. OK. Mais en général, le principe, c'est que les synergies, elles sont pour toi, acheteur, elles sont pas pour le vendeur, parce que c'est vraiment toi qui travailles, quoi. Ouais. C'est ça que je dis souvent à nos clients vendeurs, c'est que je leur explique que souvent l'acheteur, oui, il va pouvoir bénéficier des synergies, mais les synergies dont il va bénéficier viennent de l'investissement qu'eux, ils ont fait dans le passé. Donc, généralement, ils veulent pas nécessairement les partager. Est-ce que ça vous arrive quand même d'être
au-delà de pour souvent enrober le prix si vous la voulez vraiment, est-ce que ça vous arrive qu'il y a certains vendeurs qui vous poussent très, très fort les synergies ou est-ce que vous voyez des compétiteurs, par exemple, eux, lâcher du lest sur les synergies? Est-ce que c'est quelque chose Alors que vous oui, voyez? oui, oui, on a des compétiteurs qui lâchent du lest, mais s'ils lâchent du lest sur les synergies, c'est qu'ils lâchent du lest sur tout. Parce qu'en fait, une valorisation d'entreprise, c'est pas une valeur intrinsèque à une entreprise, c'est vraiment comment dire, une fourchette de prix Ouais. avec différentes méthodologies. Et ce qu'on essaye d'estimer, c'est combien sur le marché un acheteur raisonnable mettrait pour acheter cette entreprise. Et on essaye d'intuiter évidemment ce que feront les compétiteurs OK. quand on est en process compétitif. OK. Donc le but, c'est avoir le prix le plus bas possible, mais qui nous permette d'être un peu supérieur aux autres pour emporter l'affaire. Est-ce que vous êtes souvent dans une situation de process compétitif? Est-ce que vous êtes souvent en compétition Alors, ou souvent? on n'aime pas trop ça, parce que c'est quand même beaucoup plus confortable d'être en situation bilatérale, Ouais. surtout quand on est une exclusivité. Mais oui, oui, ça nous arrive assez souvent, notamment pour les grosses entreprises en face de fonds de private equity, Mhm. qui, eux, en général, sont très agressifs, qui n'ont pas du tout les mêmes méthodes de valorisation. Eux, ils regardent avec un horizon entre 5 et 7 ans, avec le but de sortir. Donc, ils savent à combien ils vont pouvoir emprunter pour pouvoir financer l'acquisition. Ils estiment à combien ils vont sortir, les dividendes entre les deux, et au final, le paramètre d'entrée, pour eux, c'est le prix. OK. Alors que nous, on a vraiment une vision complètement long terme. On n'a aucune velléité de vendre l'entreprise à 5, 10 ou 20 ans. En gros, quand ça rentre dans notre réseau, ça en reste jusqu'à la fin ça y reste jusqu'à la fin des temps. L'expérience de Vinci ou ton expérience par rapport aux synergies, souvent on les calcule, les synergies. On va les estimer lors de Ce sont l'évaluation. les opérationnels qui font ça. Ouais, Les ouais. financiers comme toi et moi, ils mettent n'importe quoi comme chiffre. Mais vous invitez les opérationnels Absolument. pour les regarder, hein? Absolument. C'est eux qui doivent les valoriser parce que c'est eux qui s'engagent dessus. OK. C'est-à-dire qu'une fois que l'acquisition a été faite, on se retire du process, il n'y a plus de process, et dans les 3 à 5 ans qui suivent, notre direction générale regarde ce qui était mis pour essayer de voir si ça correspond à ce qui avait été prévu ou pas. Et les synergies, ce ne sont que les opérationnels en fait qui les valorisent. Mais c'est difficile quand même de mettre en place des synergies parce qu'on peut les évaluer ensemble. Tu sais, des fois, même quand on travaille ensemble sur des dossiers, on travaille avec tes collègues opérationnels, on les voit. Mais après, le lendemain matin de la clôture de la transaction, aller les mettre en place, c'est quand même beaucoup de boulot, c'est quand même beaucoup d'efforts. Mais j'imagine que Vinci. Ça prend du temps. Ça prend du temps? C'est pas du tout immédiat. Donc, j'imagine que vous êtes devenu très, très bon ou les opérationnels sont devenus très, très bons à évaluer les synergies parce qu'il y a la synergie qu'on pense qu'on va avoir, puis il y a celle qu'on va vraiment réaliser. En général, on ne retient que les synergies qui sont des synergies d'approvisionnement. Les synergies de coûts, là. De coûts, ouais. 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 De coûts, de réduction de frais. OK. On a deux comptables, on n'en aura plus qu'un. OK. Ce genre de choses. Et c'est assez minime, en fait. OK. OK. Après, les synergies, pour savoir, ensemble, on pourra prendre plus de contrats, etc. C'est très, très difficile à valoriser. Ouais, surtout à court terme, là. J'imagine que c'est après plusieurs années, lorsque les intégrations se sont faites, que vous arrivez à. Et c'est à partir du moment où le business plan d'acquisition et notre business plan à nous sont complètement fusionnés. Donc, en fait, on ne voit plus rien. Ah, tu n'es plus capable de comparer avec ce que tu avais dit. Non. OK. Mais l'action de Vinci se porte très bien. Donc, j'imagine qu'au net. L'action de Vinci se porte très bien. J'imagine qu'au net, c'est que ça fonctionne bien quand même. Oui, oui, c'est. Comme on dit, c'est relutif. Ouais. C'est-à-dire ça donne de la valeur à l'actionnaire investisseur dans Vinci, oui, absolument. On en parlait tantôt, ça a pris 40% dans la dernière année, donc et plus même, je pense. Ça a pris 40%, oui. La raison pour laquelle nos investisseurs nous laissent investir l'argent ou les cash flows qui sont générés par la société pour faire d'autres acquisitions, c'est parce que ça apporte de la valeur aussi à l'action Vinci. Autrement, ils nous demanderaient de ne pas investir et de leur distribuer de dividendes. En gros, la politique chez Vinci aujourd'hui, c'est 50-60% de ce qui a été généré en cash flow est redistribué en dividendes aux actionnaires et le reste est réinvesti. Et puis, au niveau des
types d'acquisitions que vous faites, est-ce que il y a des types d'acquisitions qui sont meilleurs que d'autres, d'après vous? Quand je dis vous, je parle de toi et de tout ce que vous faites, dans le fond, dans les Amériques ou en Océanie. Est-ce qu'il y a des types d'acquisitions que... Par exemple, est-ce que vous faites des acquisitions d'entreprises qui sont en difficulté, par exemple? Alors, de manière générale, non. OK. On préfère les entreprises qui sont en forme, OK. mais ça arrive d'acheter des sociétés qui ne vont pas bien parce que ça nous permet de grandir d'un seul coup. OK. Ça, c'est Sur certains territoires, par sur exemple. certains territoires. On l'a fait récemment en Océanie. Mais de manière générale, pour le day-to-day, les sociétés qui valent une centaine de millions, on achète des sociétés qui sont en forme et qui tout de suite ont un impact positif en fait sur le résultat du groupe. Sur le résultat. Mm. Puis, est-ce que vous faites des fois des acquisitions partielles? Alors on en fait, mais rarement. Et moi personnellement, je n'aime pas ça OK. Pourquoi? parce que je n'aime pas avoir les actionnaires minoritaires. OK. Ils ont toujours des droits défensifs qui fait que comme ils sont plus petits que nous, ils les négocient très bien. Mhm. Et donc, on finit par co-diriger l'entreprise, alors qu'en général, on est majoritaire. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est avoir les clés de la maison et OK. pouvoir diriger l'entreprise. OK. Moi, je préfère acheter à 100% et, à la limite, donner un complément de prix de type earn-out selon les résultats de l'entreprise plus tard, plutôt que d'acheter partiellement à 51 ou 60% et puis monter au capital. Ben, toi et moi, on a fait quelques acquisitions ensemble au Canada, aux États-Unis. Là, tu en as fait une importante en Nouvelle-Zélande récemment. Puis dans ta carrière, tu en as fait dans d'autres pays. Là, on en a mentionné tantôt. Ton expérience au Canada et aux États-Unis, depuis que ça fait quoi, ça fait 7 ans, 8 ans là, que 7 ans que tu vis ici. C'est quoi ton expérience canado-américaine par rapport à ce que tu avais connu dans le passé? Est-ce que c'est plus facile de faire une acquisition en Amérique qu'en Europe, par exemple? Canada, c'est comme en Europe, hein. OK. C'est pas très compliqué. OK. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus compliqué. OK. Les prix sont très élevés. OK. C'est compliqué aussi en interne parce que les sociétés qu'on vise sont en général ont des valorisations qui sont supérieures aux nôtres. Mhm. Donc c'est difficile d'aller expliquer qu'on va utiliser un multiple. Alors, nous, on utilise des EBIT, d'autres utilisent des EBITDA, mais utiliser un multiple d'EBIT qui est supérieur pour une acquisition à ce que le marché nous valorise, nous, dans l'action Vinci, ça c'est très difficile à expliquer à notre direction générale. EBIT, là, juste pour ceux qui écoutent, c'est les profits avant intérêt, impôt et... Avant Exactement. intérêt et impôt. Alors, Alors, c'est- intérêt et impôt. Ouais, exactement. Donc, et puis, même chose, tu as fait des acquisitions dans de grandes entreprises qui étaient détenues par des sociétés publiques ou cotées à la bourse. Il y en avait d'autres, c'était une famille qui détenait l'entreprise depuis plusieurs générations ou un fonds de private equity ou un fonds d'équité privée, là, je devrais dire. Avec qui, toi, personnellement, tu préfères transiger de l'autre côté de la table? Dans les sociétés familiales, c'est quand même mieux. OK. On a des vrais Pourquoi? gens. Parce qu'il y a des vrais gens. Et c'est des vrais gens. C'est souvent une acquisition, c'est souvent un voyage sentimental, notamment pour ces gens-là. En général, c'est eux qui ont créé l'entreprise ou leurs parents ou leurs grands-parents. Ils vendent un peu une partie de la vie de la famille, hein. Ouais. Donc, c'est quand même plus intéressant. Et on a tendance à négocier plus gentiment avec ces gens-là qu'avec des fonds de private equity Qui veulent juste coincer le qui veulent citron. juste de l'argent. C'est la seule chose Ouais. qui les intéresse. Sont prêts à tout, sont des cow-boys. Ouais, on se comprend. Est-ce que tu as déjà eu des situations surprenantes avec des familles? Moi j'en ai déjà eu une fois, on a vendu une entreprise, puis le propriétaire s'est mis à pleurer, là, il était plus capable. Ça faisait 3 générations. Parce que ça peut être excessivement émotif, hein, une transaction. Moi, j'ai eu des enfants qui se sont mis à pleurer. Ah oui, hein? Le père qui vendait, OK. et les enfants ont pleuré. Ok. J'ai eu aussi 2 frères, OK. où on avait négocié pendant presque 2 ans, je pense. Et au dernier moment, l'un des 2 frères a appelé son frère en lui disant qu'il essayait de trouver une banque pour lui racheter ses parts. Ah oui, hein? Mm. OK. C'était la société du grand-père. OK. Oui, les gens ne réalisent pas souvent dans notre marché ou quand on parle à des gens qui ne font pas de la finance,
ils nous voient toujours des financiers comme étant des gens qui font juste des modèles mathématiques, mais ils ne réalisent pas qu'il y a énormément de psychologie en arrière, de Il y a communication. essentiellement de la psychologie. C'est ça. Je dis souvent aux gens que les modèles qu'on utilise, c'est des mathématiques de primaire. C'est des additions et des soustractions. Mais que dans le fond, à la fin, c'est une question de négociation puis de discussion avec les gens, puis de gérer les attentes. Et puis de gérer aussi comment je peux dire, les émotions. Ouais. Parce que ça prend un rien pour faire tout chavirer la transaction. Enfin, avec les familles, moins. Avec les familles, en tout cas, oui. Ouais. Et puis, la taille, est-ce que la taille d'une entreprise, ça a un impact? Pas vraiment. Non? Souvent, plus c'est petit, plus c'est compliqué. Ouais. Les grosses sont plus simples. Parce que dans les grosses, les gens savent à quoi s'attendre. OK. Dans les petites, ils ne connaissent pas du tout le process. Mhm. Ils n'ont aucune idée de là où ils s'en vont. Et puis, ils se disent que ça va être une négociation commerciale comme une autre, puis que ça va durer 2 mois. Et puis, en fait, ça dure 6 à 8 mois. Et puis, à la fin, ils sont fatigués, ils n'en peuvent plus. Ils ont envie de tout laisser tomber. Ouais, ben on l'a vécu ensemble. C'est ce qu'on appelle en anglais le deal fatigue. Absolument. Je pense On le que vit à chaque fois. toutes les transactions finissent toujours où on Ça a. ne va jamais se terminer. Ouais, c'est ça. Il y a le vendeur qui appelle, puis qui est en bon québécois, qui est tanné, puis qui n'en peut plus. Puis il trouve qu'il ne comprend plus pourquoi c'est long comme ça. Le prochain thème qu'on va aborder, c'est le processus d'acquisition. On a parlé tantôt de pourquoi vous faites des acquisitions, les fameuses synergies, elles doivent-elles être considérées ou pas. On a compris que tu préfères transiger avec des familles que des fonds de private equity. C'est correct, comme tout le monde. Et puis, mais là, on va se concentrer sur le processus d'acquisition qui peut être quand même compliqué. Moi, j'ai travaillé plusieurs années avec vous. Je dois dire que c'est une des raisons pour lesquelles je voulais que tu viennes nous voir aussi, c'est que de toutes les entreprises avec qui j'ai travaillé, je pense que ce que vous utilisez comme méthode chez Vinci, c'est probablement, on dirait en anglais state of the art. C'est vraiment excessivement agréable de travailler avec vous parce que c'est excessivement bien fait, bien réfléchi, bien analysé, bien huilé là, comme système. C'est peut-être jamais parfait, mais au moins, c'est très intéressant. Donc, la première chose que je vais te poser comme question, c'est comment vous faites pour approcher les cibles? Quand elles ne viennent pas directement vous Alors, voir. c'est ce que j'allais dire. Quand elles viennent pas... En général, elles viennent nous voir. On est un acteur connu pour faire des acquisitions de manière continue. Moi, je reçois des propositions toutes les semaines, ou tous les 15 jours à peu près. Okay. Évidemment, le premier truc que je fais, c'est j'élague. Donc, 90% de ce qui m'est envoyé ne correspond pas à ce qu'on cherche. Ça, c'est la première chose. En général, c'est des banques d'affaires, petites ou grandes. Tu as fait ça pendant un moment, tu as un carnet d'adresses, donc les gens te contactent. Ça va à peu près ce que tu veux. L'autre manière avec laquelle ça arrive, c'est les opérationnels eux-mêmes. Ouais. En général, ils connaissent des gens qui sont des voisins, qui ont une envie de vendre. Et donc, ils nous font monter l'information. Puis à ce moment-là, on prend le relais. Voilà. Et puis la troisième manière, c'est des gens comme vous qu'on engage pour aller scanner le marché, aller frapper à la porte des gens qui ne sont pas vendeurs, leur mettre une petite graine dans la tête en leur disant je connais peut-être quelqu'un, un Européen qui serait intéressé. Et en général, ça ne marche pas. Mais au bout de 6 mois, 1 an, la graine... 4 ans? 4 ans. On en a fait une de 4 ans. 4 ans, ouais. La graine germe. Et puis, voilà, à ce moment-là, les gens commencent à se dire que oui, on est des vrais acheteurs, qu'il y a une vraie possibilité, puis on démarre un processus. Bon, alors là, après ça, il y a vous recevez la documentation ou bien on a déjà contacté le vendeur potentiel. Il y a des discussions qui prennent cours entre les banquiers d'affaires, entre toi, entre l'entreprise, entre les opérationnels. Il y a une phase, évidemment, de consolidation de l'information, de collecte de l'information. Puis après, on va rentrer ça dans la boîte noire de l'évaluation, en fait, où là, les modèles d'évaluation vont prendre forme. Avant ça, il y a quand même une étape. Quand on a repéré une cible, qu'elle nous intéresse, on la présente quand même à notre top management à Paris pour savoir s'ils sont intéressés ou pas, si on perd notre temps ou pas, si c'est le bon moment. C'est ce qu'on appelle un comité de sélection. Et une fois que le comité a dit oui,
Ça, c'est avec la direction de Vinci Construction. À ce moment-là, on embarque et effectivement, on commence à faire une proposition non engageante. Et si elle est acceptée, la boîte noire démarre. Sans divulguer les secrets de Vinci et tes secrets, parle-nous un peu des méthodes que vous utilisez pour essayer d'identifier un prix pour l'entreprise. Parce que c'est toujours la question la plus compliquée, en fait, surtout quand on représente des vendeurs. Combien vaut ma boîte? Bon. Et puis, même quand on travaille avec vous, combien vaut la boîte qu'on a devant nous? Disons pour le commun des mortels ou pour comment vous abordez la question de l'évaluation? Alors déjà, la première chose à savoir, c'est qu'une entreprise n'a pas de valeur. C'est un marché avec des acheteurs et des vendeurs. Et à un moment, il faut que les acheteurs et les vendeurs se rencontrent pour qu'il y ait une transaction. C'est un peu comme si tu disais ma maison vaut 1 million, mais si tu n'as personne pour te l'acheter, elle vaut pas 1 million. Elle vaut 0. Elle peut valoir 0. Donc c'est vraiment similaire à une transaction immobilière, en fait. Ceci dit, il y a quand même des méthodes reconnues dans le métier pour faire des évaluations, j'allais dire à la grosse. Ouais. La méthode la plus connue, c'est des multiples. Utiliser des multiples de la profitabilité de l'entreprise. En général, les vendeurs ou les banques pensent EBITDA, nous on est plutôt EBIT. Donc, comme tu disais tout à l'heure, les bénéfices avant intérêt et impôts. Voilà. Il y a des multiples de marché qui sont connus par type d'activité. On sait à peu près qu'une société de construction, ça s'achète 8 EBIT à peu près. Okay. Voilà. Et puis après, il y a une deuxième méthode qu'on utilise, que moi j'aime bien personnellement, qui est la méthode des DCF, donc c'est les Discounted Cash Flow. C'est l'actualisation des flux monétaires. Exactement. Estimé à partir de la profitabilité passée, on estime ce que va être le futur et on actualise les flux monétaires estimés dans le futur. Voilà. Et il y a d'autres méthodes qui sont connues, la méthode patrimoniale, on met la valeur de l'ensemble des actifs. Donc là, on valorise l'entreprise comme si on achetait chacun de ses actifs, ou pour un vendeur, comme si le vendeur la mettait à l'encan et vendait ses camions, ses bureaux. Voilà. Donc ça, c'est et puis, pièce détachée, quoi. La méthode que tu préfères, toi, c'est l'actualisation des flux monétaires? Oui, je pense que c'est je suis d'accord avec toi, d'ailleurs. Le plus proche de la réalité. Moi, je dis souvent que les gens ils doivent réaliser que le prix, c'est une fonction de ta capacité à générer du profit. En fait, du cash flow, en fait, de ta capacité à générer des flux monétaires. Donc, c'est ça qu'on fait, en fait, quand on fait l'actualisation de flux monétaires. On regarde le cash qu'on est capable de générer, puis par une méthode mathématique, on ramène tout ça en dollars d'aujourd'hui, puis ça nous donne une valo. Tu as parlé des EBIT tantôt versus EBITDA. On va crever l'abcès parce que tout le monde parle de EBITDA, qui en fait, c'est le bénéfice avant intérêt, impôts et amortissement. En français, ils disent le BAIA, le bénéfice avant intérêt, impôts et amortissement. Ça, c'est au Québec. Ça, c'est au Québec, oui, c'est ça. En France, on dit un EBITDA. Un EBITDA, oui. Tu vois. Mais ça, c'est tout le monde utilise ça. Pourquoi vous l'utilisez? Pas les sociétés de construction. OK, pourquoi? Dans les sociétés de construction, parce qu'il y a la possibilité de louer ses équipements avec des crédits baux, des systèmes de crédits baux où le coût de tes équipements, qui représente une grande partie en fait de ton coût, des coûts de la société, ne sont pas pris en compte dans les amortissements. Ah oui, OK. Donc, notre préférence, c'est de prendre les coûts qui sont liés aux équipements, que ce soit des amortissements, que ce soit des dépréciations, que ce soit en fait des loyers qu'on paye à un loueur. Est-ce que vous faites des ajustements lorsque vous voyez que l'état des actifs est peut-être pas au niveau qu'elle devrait être? Oui. Une grosse partie de l'évaluation, en fait, c'est l'évaluation des équipements. Ouais. Comme je disais, en fait, c'est une partie très importante en fait, des actifs de l'entreprise. Et donc, évidemment, on fait des évaluations
avec nos experts en interne, et puis on fait des plans d'investissement, donc des plans de CAPEX futurs sur une dizaine d'années en général, pour voir si la société a sous-investi dans le passé, et à ce moment-là, si c'est le cas, on est obligé de faire une remise à niveau des équipements pour qu'elles continuent à générer les profits futurs et donc générer les fameux cash flows. La tendance des vendeurs, hein, c'est quand même de arrêter les investissements à la fin, parce que tout ce qui n'est pas investi est du cash qui est pour eux. Ouais. Et donc, nous laisser un parc, ou laisser à l'acheteur un parc de matériel qui est en pas très bon état, et qui va requérir beaucoup de maintenance dans le futur ou des remplacements. Est-ce que vous le voyez beaucoup, ça? Est-ce que vous voyez beaucoup de sociétés qui sont, on va dire, sous-capitalisées dans le sens où ils arrivent avec un parc d'équipements Alors, on voit des en deux. mauvais état, je veux dire? On voit des deux. On voit les sociétés qui sont détenues en général par des fonds sont sous-capitalisées. Ouais, parce qu'eux, ils ont pressé le citron Ils ont jusqu'au pressé le bout. citron et le fonds a récupéré en fait des dividendes dans le passé en n'investissant pas dans la société. On voit aussi l'inverse dans des sociétés familiales Surcapitalisés? surcapitalisées où le parc de matériel est surabondant par rapport à ce dont on a besoin. Donc Ouais. on a des garages avec 2 fois trop de camions. Et c'est les gens qui aiment la machine et donc ils vont à la foire du coin acheter des équipements de route par exemple, et en fait ils en ont bien trop. Donc une partie des synergies, c'est justement réduire le parc de matériel. Chez Vinci, est-ce que vous faites beaucoup d'analyses préliminaires avant de faire une offre, même si l'offre est non engageante, même si l'offre elle est sujette à la vérification diligente? Je te pose la question parce que je connais un peu la réponse, là, mais je veux que tu te dises, c'est important parce qu'il y en a qui font des offres très vite, là. Alors c'est pas du tout notre manière de faire. On a un souci de réputation. Donc Ouais. quand on fait une offre, elle est sérieuse et avec le but d'aller jusqu'au bout. Et donc, on ne va pas à la pêche en faisant des offres non engageantes qui ne se réaliseront pas, Ouais. ou qu'on va complètement modifier au cours du processus de revue diligente. Et donc, on essaye de viser juste en valorisation et dès l'offre non engageante, en fait, dès la fameuse LOI, Letter of Intent. Ouais, puis moi, je le dis souvent à mes autres clients, je leur dis toujours, faites attention parce que dans le domaine des fusions et acquisitions, les gens ne réalisent pas que la réputation se bâtit rapidement. Mhm, mhm, Donc, il y en a qui sont connus pour être des acheteurs un peu cow-boys. mhm. Donc, nous, en fait, les courtiers comme nous, on le sait. On les connaît généralement. Donc, on prépare nos clients. Euh, mais j'imagine que tu fais face des fois à des situations où, par exemple, dans un processus de vente qui est bien rigide, qui est formel, qui est engagé par une banque d'affaires, qui vous donne, disons, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines ou même 6 semaines pour faire une offre. Jamais assez de temps. C'est jamais assez de temps, hein? C'est ça, c'est Voilà. compliqué. Ouais. Donc, pas d'EBITDA pour vous, hein? Non, c'est ça. Alors, c'est pas tout à fait vrai parce que sur les carrières, hein, OK. quand on achète des carrières de roche, Ah ouais. on considère que c'est comme une concession. OK. Et donc, l'EBITDA est un paramètre qu'on regarde au-delà de l'EBIT. OK. Et en général, les carrières, on les valorise en DCF, de Ouais. toute façon. Sur la durée de vie du Sur la permis ou durée. sur la durée de vie des réserves, Exactement. j'imagine? Ouais, Exact. c'est ça. C'est quoi les éléments les plus importants dans la réalisation de l'acquisition? J'imagine qu'il y en a plein, là, mais quelques-uns qui te viennent à l'esprit. Dans les éléments les plus importants, Tu parlais d'assurance des fois. Parce que l'assurance, c'est quelque chose que. Les fameuses assurances pour les représentations et garanties, par exemple. tu parles des assurances garanties Oui, passives. oui, garantie passive, oui. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu considères qui est important dans une acquisition? Alors personnellement, c'est pas un produit que j'aime beaucoup. Je pense que c'est remplacer les engagements du vendeur dans le futur, hein, post-acquisition, par une assurance, OK. par un assureur qu'il sera difficile d'aller attaquer. Mhm. Donc je trouve que c'est bien cher pour ce que c'est, mais souvent c'est ce qui permet de faire l'acquisition, notamment les fonds de private equity qui veulent des sorties clean, comme ils disent, Ouais. non-recourse. Donc on ne peut plus se retourner contre eux une fois que la transaction a été faite. Donc c'est un prérequis, mais c'est pas quelque chose qu'on aime spécialement. Est-ce que vous le faites tout le temps, les assureurs? Non. Est-ce que vous allez chercher des primes ou quoi? 50% du temps, vous le. Non, je dirais une vingtaine de pourcents, même pas. OK. Donc, 2 fois sur 10, vous allez chercher des primes Quand d'assurance. ça nous est demandé.
OK. On en a parlé tantôt un peu là, de l'être humain dans le processus. Chez vous, quand ça vient le temps de négocier, par exemple, avec le vendeur, est-ce que c'est toi qui négocies directement? Est-ce que tu passes par ton banquier d'affaires? Est-ce que ça va être l'opérationnel? Comment tu gères les canaux de communication? Parce qu'il y a plusieurs canaux de communication. Il y a les aviseurs des deux côtés, il y a le vendeur, etc. Alors déjà, il y a à peu près la moitié des opérations qu'on fait qui sont avec une banque d'affaires. OK. Euh, Mm. désolé. Non, ben c'est bien. Le reste du temps, on le fait nous-mêmes. OK. Quand on le fait nous-mêmes, c'est un duo entre l'opérationnel, en général le patron de la division, et moi pour négocier. Pas sur les mêmes sujets. Je suis souvent le bad cop. OK. L'opérationnel est good cop. OK. Et cette répartition est normale parce qu'en fait, l'opérationnel va continuer avec la Tu vas société. vivre avec va le vivre vendeur. avec, donc Ouais. je n'ai pas de problème à avoir OK. parce qu'on met tout sur mon dos. Quand c'est avec une banque d'affaires, ça change un peu les rôles, parce que je suis souvent Tu deviens gentil? Ouais, j'utilise des gens comme toi pour être le méchant, Ouais. le bulldog, et moi je suis le gentil. C'est bien. Et puis, C'est très rare que j'aille négocier tout seul. On est plutôt un duo ou un trio, parce que il faut des moments, il y a des messages qui ne sont pas sympathiques, qui doivent être entendus. Donc, dans le jeu de rôle, il faut qu'il y en ait un qui soit celui qui annonce les mauvaises nouvelles et l'autre qui annonce les bonnes. puis, c'est quoi qui est le plus difficile à négocier? Est-ce que c'est le prix? Le prix est souvent un problème, effectivement. Ouais. Les ajustements, parce qu'en fait, on donne au départ le prix en valeur d'entreprise, Mhm. mais à la clôture de la transaction, il y a toujours un ajustement de dette et de fonds de roulement. Et alors là, ce sont les discussions les plus périlleuses. Ce que c'est qu'un fonds de roulement, est-ce que c'est une dette nette? On n'est jamais d'accord. OK. Et on termine par faire un compromis. OK. Voilà. Ouais, c'est rare qu'on est d'accord, hein, surtout Ouais, ben, sur la dette, ça doit être quand même assez c'est plus simple. c'est plus simple. Sur les ajustements de dépend. fonds de roulement, hein, les fameux inventaires de roches dans la Absolument. carrière Absolument. ou de... Qu'est-ce qu'un fonds de roulement normal, par exemple, pour une entreprise? C'est toujours compliqué. Puis est-ce que vous avez trouvé la recette miracle pour le calculer ou pas? Non. OK. J'ai l'impression qu'on réinvente un peu à chaque fois. On a des manières de faire qui sont assez rodées, mais ça ne marche pas avec tous les vendeurs. Et puis, on est questionné toujours sur la même chose. Mais pour avoir fait quelques transactions ensemble, on l'a vu aussi, il y a moi, une chose que je trouve qui est toujours un peu compliquée, puis c'est un peu technique, mais pour tous ceux qui gèrent des entreprises qui ont on dit en anglais des WIP, là, des work in progress. Donc, quand on fait des revenus, des travaux en cours puis des revenus différés, c'est comment on comptabilise dans le fond le profit dans le temps. Ouais, Ça devient toujours un élément de discussion, ça. La méthode de reconnaissance du résultat, oui. Ouais. Il y en a qui sont plus agressifs que d'autres. Puis là, quand on fait la vérification diligente, ça change le profil de profitabilité. Ça amène à pas mal d'ajustements en fait, sur la profitabilité passée, qui nous sert à estimer la profitabilité future. Ça m'amène à parler de la vérification diligente. Vous utilisez quand même toute une brochette de conseillers, les comptables, les fiscalistes, des avocats, les gens en environnement. Des gens d'environnement, oui. Même les gens maintenant en estimation d'équipement, on a vu récemment, pour les assureurs. Oui, ça c'était juste pour les assureurs. Donc, vous êtes toujours, évidemment, vous faites jamais rien à l'interne complètement, hein? Vous utilisez toujours des conseillers externes? Alors, on utilise toujours des conseillers externes pour la finance et la fiscalité, les taxes, et tout ce qui est le légal, le juridique. En fait, on n'a pas les compétences en interne pour écrire la transaction de documentation, faire toutes les revues diligentes. Ça prend trop de temps et on n'a pas le personnel pour ça, en fait. Par contre, on a du personnel qui a de l'expérience dans la revue de ça et le management de ces conseils. Quand tu reçois un rapport de vérification diligente comptable, le comptable en particulier, puis je te poserai pour le légal après, quand tu l'ouvres, c'est quoi la première section où tu vas? Tu vas à la page 1 ou tu vas directement? La page 1, c'est les disclaimers. Il y a 3 pages de disclaimers qui nous disent qu'ils sont responsables de rien. Ouais.
Non, je vais directement au rapport qu'on appelle red flag, donc les OK. points importants. Ah oui. Alors, on demande toujours à nos conseils de faire un rapport avec les différents points litigieux, donc avec des points rouge, vert et orange. Et c'est ça que je veux voir. Et puis après, on a tout le détail. Mais au départ, je vais voir ça. Est-ce que tu as souvent des surprises? Euh, Ou... non, parce qu'en fait, on suit, en tout cas moi personnellement, mais toute l'équipe, en fait, elle suit les processus de due diligence. Toutes les semaines, on a des appels avec nos conseils, donc on sait ce qui s'en vient, en fait. Voilà. Puis j'imagine que pour le légal, c'est le même rapport. Tu vas directement aux insuffisances ou... Absolument. Euh, mais Mais tu pour le lis... financier, j'ai aussi la deuxième partie que je Ah, regarde, c'est les ajustements. les Les ajustements. ajustements de Ah, ouais, OK. prix, enfin pas de prix, mais de profitabilité qui sont proposés par le conseil. OK. Parce que ça, c'est très intéressant et ça permet tout de suite de voir si le prix qu'on avait donné au départ tient toujours ou ne tient plus du tout. OK. Oui, c'est vrai parce qu'il y a des ajustements qu'on va réviser, par exemple, qui vont être d'ordre, des fois, c'est une entreprise familiale, donc ils ont des voitures fournies, des trucs comme ça qu'on ajuste. Mais ça n'a pas vraiment d'impact sur le Ça, c'est prix, pas ça. d'impact. Mais après ça, il y a tous les ajustements dont on parlait, comme les travaux en cours, Mhm, etc. mhm, Donc là, ça peut avoir un impact important. mhm. Euh, les, après ça, une fois qu'on a fait la vérification diligente, bon, comme tu dis, vous allez trouver des fois des red flags ou des drapeaux rouges, des drapeaux jaunes ou pas de drapeaux du tout, qu'on espère. Euh, Est-ce que vous partagez l'essentiel des rapports avec la cible? Sans partager le rapport au complet, les conclusions, est-ce que vous vous asseyez dans le fond avec le vendeur et vous lui dites, regardez, voici ce qu'on a trouvé, puis ça va faire le Alors, sujet de discussion ou pas? on ne partage jamais le rapport. OK, ouais. Le rapport, il est à nous, donc il n'est pas au vendeur. Euh, euh, il est rare qu'on partage avec lui parce qu'on ne veut pas dévoiler notre prix, euh, ou au moins lui donner une idée de ce que notre ajustement de prix par rapport à ce qu'on lui avait dit pour la lettre non engageante, hein, OK. enfin l'offre non engageante. Mais si on a des gros problèmes parce qu'il va y avoir des gros ajustements, souvent on lui en parle pour lui expliquer que le prix ne va pas rester le même. OK. Il faut quand même le préparer à ça, quoi. Ouais, généralement, la discussion n'est pas très agréable. Ou là, c'est là que tu envoies le bulldog, c'est ça? Absolument. OK. Et puis, quand on regarde la documentation de clôture, là, donc on appelle la convention d'achat d'actions ou si vous achetez les actifs, la convention d'achat d'actifs, il va y avoir toutes sortes de clauses là-dedans. C'est un document qui est long et rébarbatif à lire. Bon. Mais c'est quoi, d'après toi, les sections, encore une fois, quand tu le reçois, c'est quoi les sections où tu vas le plus porter ton attention? Alors, la première chose que moi je regarde, c'est la manière dont le prix est défini. Ah, Et une fois, ah ouais? une, une fois qu'on a enlevé la dette et qu'on a fait notre ajustement, parce qu'en fait, on fait un calcul à la clôture de la transaction, mais sur des chiffres qui sont de quelques jours avant. Donc, il y a un recalcul dans les mois qui suivent la transaction avec les chiffres finaux, les comptes finaux de la société le jour de la clôture. Donc ça, je regarde ça parce qu'il y a souvent des problèmes de signes. Les avocats ne sont pas très très bons avec les chiffres Ah ouais. et les signes. Donc Un moins et un plus. on a souvent des erreurs. Ah ouais, OK. Et c'est la première chose que je regarde. Et puis après, je regarde quand même les représentations qui sont faites par le vendeur, euh, ce à quoi il s'engage, ce qu'il a promis de faire, ce qu'il peut faire si la signature et la clôture ne sont pas compromettantes. On a une période d'intérim qui dure plusieurs mois. Ça, en général, c'est quand on demande des autorisations à des bureaux de la concurrence ou des Des choses comme ça. transferts de permis, des trucs comme ça. Absolument. Oui. Et je regarde ce qu'il a le droit ou pas le droit de faire pendant cette période-là où on a signé. Donc, on s'est engagé à acheter. Lui, il s'est engagé à vendre. Mais pendant ce temps-là, en fait, pendant ces 3 4 mois, on va dire, il pourrait faire des choses qui sont C'est une inacceptables. collaboration forcée. Absolument. Souvent, on est restreint parce que il veut pas qu'on mette trop notre nez dans ses affaires, parce que c'est toujours sa société.
Donc, on a des droits défensifs et ça, je regarde pour être sûr que nos droits sont suffisamment défensifs, en fait. Ça arrive des fois qu'on a des états financiers d'une entreprise. Alors, bon, états financiers, puis bon, souvent la comptabilité n'est pas parfaite. Je souris parce Très que souvent. très souvent, les comptables, la comptabilité de société, c'est pas toujours parfait, c'est pas toujours instantané, c'est difficile des fois d'avoir de l'information. Donc, souvent, il va y avoir un délai assez important entre euh, les états financiers de la vérification diligente Mm. et la clôture. OK? Donc, il peut y avoir, disons, 6 mois d'écart entre l'évaluation que vous avez faite en date du 30 septembre, mais la clôture qui va avoir lieu le 31 mars. Donc, il s'est passé des choses des fois dans cette période-là. Bon, l'hiver moins, là, parce qu'on est en construction, mais En Amérique du Nord. en Amérique du Nord, mais peut-être qu'en Amérique du Sud ou en Nouvelle-Zélande, c'est Mhm. différent. Comment vous gérez l'impact de l'évaluation sur cet écart-temps-là? Est-ce que vous le gérez ou pas? Bah, pas vraiment. Pas Pas vraiment. vraiment, parce qu'on n'a pas de chiffres, hein. OK. Donc, c'est très difficile de savoir ce qui s'est passé entre les derniers comptes et, Et la et réalité? la réalité le jour de la clôture. Alors, le vendeur fait des déclarations comme quoi tout s'est bien passé depuis la dernière date de clôture, qu'il n'a pas fait ci, qu'il n'a pas fait ça, OK. mais ça reste des déclarations. Donc, ça reste un On n'est pas petit capable de refaire des revues diligentes pendant les 6 à mois. jour. Autrement, on ne s'arrêterait jamais, en Ouais, c'est fait. ça. Ouais. Est-ce que ça vous arrive des fois de mettre de l'argent un peu de côté pour faire des ajustements post-closing au cas où, parce qu'il y a un doute sur la solidité des chiffres même? Alors, ça nous arrive de mettre de l'argent en écrou, oui, effectivement. C'est souvent lié à des permis, des affaires légales ou des choses qui ne sont pas très claires, OK. ou de l'obtention de contrats. On dit qu'ils vont obtenir absolument certains contrats qui vont générer des profits dans le futur, mais c'est eux qui les auront décrochés à ce moment-là, ou des résultats de claim, de réclamation, en fait. OK. Dans ce cas-là, on met de l'argent effectivement de Sous côté, écoute. sous écrou. Ouais. Et la question qui tue, les fameux earn-out, ou en français, on dit ce sont des balances de vente conditionnelles à l'atteinte de certains objectifs Mhm. dans les années qui suivent la clôture de la transaction. Moi, je me souviens de 2015 à 2019, je parle de toute industrie confondue, on avait vu, on voyait un peu l'élimination de ces clauses-là, on n'en voyait presque plus à la veille de la COVID. Puis après la COVID, bon, on s'est mis à revoir ce genre de clauses-là parce que les états financiers pendant la COVID, c'était des états financiers c'était difficile de penser qu'ils étaient normaux. Mhm. Je sais que ça vous arrive des fois d'en avoir des clauses de balance de vente conditionnelle parce qu'on en a fait ensemble, mais euh, pourquoi vous utilisez cette méthode? Pourquoi vous utilisez ce genre de truc-là des fois? Parce qu'on n'est pas sûr de l'avenir, donc OK. on propose un earn-out au vendeur quand le vendeur veut plus d'argent en Ouais. général que ce qu'on est prêt à lui payer. Et on n'est pas du tout sûr de la profitabilité future de l'entreprise. Donc, en fait, on lui propose un earn-out si les profits futurs dans les 2, 3, 5 ans qui viennent, ces profits sont supérieurs à ce qu'on a estimé dans notre valorisation, en fait. Est-ce que c'est vrai de dire que ce sont surtout des entreprises qui ont eu, par exemple, une forte croissance ou une forte volatilité des revenus dans les dernières années, donc le passé étant difficilement Représentatif du futur. représentatif du futur, là, Ouais. vous allez... Puis les earn-out ou les balances de vente conditionnelles, euh, est-ce que c'est toujours un sujet de conversation post-closing? Est-ce que c'est toujours un sujet à chicane ou C'était absolument un sujet un sujet à chicane? Cannes, hein, parce que le vendeur va, comme c'est nous qui aurons les clés de la maison post-clôture, hein, il a tendance à nous accuser de ne pas libérer tout le profit qu'on aurait pu avoir dans la période de l'earn-out, hein, OK. et de se le garder pour plus tard, hein, Mhm. notamment à travers les fameux travaux en cours, hein, Ouais. pour lui payer le moins possible son earn-out. OK. Et puis, une fois qu'on lui a payé son earn-out, tout lâcher, quoi. Ah ouais, OK. Donc, c'est très encadré. En général, les clauses qui sont liées à ça sont compliquées. Elles sont sujettes à dispute plus tard. Mhm. Et on en a eu plusieurs exemples.
C'est compliqué. Ça, c'est comme les ajustements de fonds de roulement. Mm. Ce sont des sujets en fusion et acquisition, je pense qu'on va avoir encore dans 50 ans. C'est excessivement difficile à encadrer quelque chose de simple, en fait, à ce niveau-là. Sauf que les sujets de fonds de roulement, en fait, il y a une méthode pour les faire disparaître, une méthode qui n'est pas utilisée ici, mais qu'on utilise beaucoup en Europe, qui est la méthode de la lockbox. Ah C'est-à-dire ouais? qu'on fait une clôture dans une date de passé où les comptes sont connus, et OK. puis on est réputé avoir acheté à cette date-là, OK. même si on achète 6 mois ou un an plus tard, et entre les deux, on interdit toute distribution de dividendes, mais par contre, on rémunère le Le fonds de vendeur. roulement? Non, on rémunère le vendeur sur le prix de vente avec un taux d'intérêt. Ah, mais Ça se fait beaucoup. pourquoi on le fait pas ici? Je ne sais pas. J'ai déjà essayé. Et puis Le- ça n'avait Ça pas. n'a pas du tout accroché ici. Mais ça Mais règle, ça se fait souvent. ça règle entre autres la question que je t'ai posée tantôt quand tu disais. Tu connais vraiment le prix de Ben l'équité, ouais. en fait. Donc, tu as la date de tes derniers états financiers. Ouais. Par exemple, c'est 30 juin, tu clôtures en décembre. Tu fais ton calcul comme si tu avais acheté au 30 juin. Et puis, tu arrives en novembre-décembre. Et puis, tu sais qu'à la date de clôture, eh ben, tu lui payes comme si tu avais acheté au 30 juin. OK. Par contre, tu le rémunères pour le prix que tu lui as pas donné à cette date-là. OK. Et donc, tu lui donnes un taux d'intérêt. Évidemment, tu l'empêches entre-temps d'aller distribuer des dividendes et de faire ce qu'on appelle des leakages, c'est-à-dire de facturer des choses. Ouais. Voilà, mais au moins, c'est clair. Le prix est clair. Puis est-ce que tu es dans la situation de la collaboration forcée aussi au niveau de la gestion des dépenses en Toujours. capitaux, etc.? Ça change pas ça, en OK. fait. C'est étonnant d'ailleurs, c'est intéressant. Puis tu Ça, n'as jamais réussi à le faire en Amérique. Non, non. Puis en Europe, vous le faites beaucoup? Oui. Quand tu parles des Amériques, c'est Amérique du Nord, parce que Ouais, je l'ai ouais. fait en Amérique latine. OK. Bon, on fait chevalier seul encore une fois. Les risques qu'on a tendance à négliger, d'après toi, dans une transaction? Il y en a Euh, beaucoup, là, mais. à mon avis, le premier risque, c'est une inadaptation culturelle de la cible dans un grand groupe comme le nôtre. Ah, On a quand même plutôt tendance à acheter des sociétés. Pour nous, elles sont petites, mais en fait, elles sont de moyenne taille sur le marché, à peu près une centaine de millions, on va dire, OK. de ce que tu veux, en fait. C'est n'importe quel dollar ou n'importe quel euro. Pour nous, c'est pas très important comme taille, parce qu'on est Parce que vous êtes beaucoup, très gros. beaucoup plus gros. Ouais. On est quand même un modèle plutôt décentralisé, on va dire. Il y a des choses qui sont importantes pour nous. Par exemple, la gestion des équipements, il y a des remontées qu'on a à faire à notre groupe, notamment les comptes rapidement. OK. Et puis tout plein de sujets environnementaux. Et en fait, c'est les sociétés qui ne sont pas très grosses qu'on achète. En fait, elles ne sont pas structurées pour ça. Et en fait, culturellement, elles ont du mal à rentrer chez nous, notamment. Alors, pour les opérationnels, ça se passe toujours très bien. C'est tous les administratifs. C'est le back-office qui ne C'est suit le pas. back-office qui a du mal. Souvent, on achète une société, le directeur ou la directrice financière pense avoir terminé son parcours du combattant, son chemin de croix le jour de la clôture, alors qu'en fait, pas du tout. En fait, elle n'a fait que la moitié du chemin. Et puis, comment vous gérez? Est-ce que dans le fond, vous avez mis des processus en place pour aider ces sociétés-là ou. Oui, en fait, on a des gens qui le font beaucoup, notamment ici, OK. au Québec. On a des gens qui sont habitués, on en fait régulièrement, on achète une à deux sociétés par an. Donc, en fait, les gens de notre centre de services partagés, en fait, savent très bien faire. OK. Donc là C'est un ça support. marche. Ouais, c'est un vrai support. OK, donc dans le fond, ce que tu me dis, c'est l'intégration post-clôture qui est souvent un risque qu'on oublie. Ouais. OK. Ouais. Puis, est-ce que ça vous arrive souvent un an ou deux après de retourner dans les documents de closing et de ressortir des trucs puis de se gratter la tête Alors, quand il y a des chicanes, là, j'imagine, mais. quand il y a des chicanes, oui, parce qu'on est obligé. Mais mon siège à Paris le fait pour OK. moi. Donc, ils prennent Pardon. nos plans d'affaires OK. et ils regardent avec ce qui s'est réellement passé. Et puis, voilà, ils nous expliquent là où on a été trop optimiste ou pas. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou plutôt pessimiste? Alors, en général, on est optimiste. Ah oui, hein? Une acquisition, c'est vraiment une courbe en J. Enfin, je OK. l'appelle comme ça, mais c'est peut-être comme ça qu'il faut la faire. C'est-à-dire par rapport à ce qu'on a prévu, qui est une ligne droite, on commence toujours par dégrader les comptes, ça va mal, et puis après ça remonte et ça remonte au-dessus de la ligne. Ah oui? Ouais. Mais c'est à cause de vos méthodes ou
souvent nos méthodes. La transaction elle-même a été disruptive pour l'activité. Pour eux. Ensuite, on applique aussi nos méthodes d'amortissement qui sont en général pas les mêmes que Ils sont les leurs. fatigués, en fait, après. C'est ça. Je comprends. Ils sont fatigués. Ils veulent juste partir en vacances. Alors, l'entreprise, elle subit un peu une baisse d'activité. C'est ça? Oui, et puis une autre chose, hein, c'est qu'en général, un grand groupe comme le nôtre, on est plus sélectif au niveau des affaires. Ah. Ce qui nous intéresse, nous, C'est c'est le chiffre en bas. C'est les profits, C'est hein? le profit. Ah oui, c'est vrai, parce qu'une fois que vous avez acheté dans l'entreprise, ils ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent. Donc, vous allez être impliqué, par exemple, dans la sélection des contrats que vous allez obtenir, Ouais, sur lesquels vous allez soumissionner. Okay, je comprends. Tu as parlé de banque d'affaires tantôt. Tu me disais que 50% ou à peu près de vos transactions, vous utilisiez des banques d'affaires. Il y a des banques d'affaires de l'autre côté aussi. Pour les vendeurs, est-ce que tu penses que c'est quelque chose d'important d'avoir une banque d'affaires? Est-ce que si tu avais là... Si je te parle de groupes familiaux, ouais. Absolument. Ouais. En général, comme je disais tout à l'heure, ils ne savent pas dans quoi ils s'engagent. Okay. Ils pensent que c'est une négociation commerciale normale, et en fait, ça ne l'est pas du tout. Ils ne connaissent pas les tenants et les aboutissants, ils ne connaissent pas les processus, ils sont toujours très méfiants. Okay. Et puis, il y a le deal fatigue, hein, dont on parlait tout à l'heure. Donc, ça coûte un peu d'argent, mais ça vaut vraiment le coup, notamment pour mettre en ordre la société. En général, les comptes, c'est pas propre, ça demande énormément de temps à gérer un processus comme ça. C'est 24 heures sur 24 quasiment. Et donc, ils vont se fatiguer. Et donc, ils ont intérêt. Et souvent, quand ils ne comprennent plus dans notre jargon, ils ont besoin d'avoir quelqu'un pour leur traduire, en fait. Donc, c'est plus facile pour toi de transiger lorsqu'il y a un banquier d'affaires de l'autre côté. Oui. Mais c'est vrai aussi pour les avocats, ça prend une bonne boîte d'avocats. Moi, je dis souvent à mes clients vendeurs, je leur dis prenez une boîte, prenez des avocats qui ont fait des transactions parce que. Oui, puis il y a une autre chose, hein, c'est que pendant tout le temps du processus qui peut durer 3 jamais, mais 6, 12 mois, des fois plus, des fois 4 ans, comme on disait tout à l'heure, ils ont quand même leur société à faire tourner. Hein. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui se passe en parallèle du cours normal des affaires. Donc, mais ils ont beau être des super-héros, à un moment, ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'aide. Ouais. Des transactions, ça prend des mois et des mois et des mois à faire, voire des années. Quelle a été la transaction la plus rapide que tu as réussi à conclure? Je pense 5 mois. 5 mois? Ouais. C'était rapide, 5 mois. Ouais, mais on était vraiment sous pression d'un vendeur qui était un fonds. Le process était extrêmement compétitif. Donc, voilà. C'était dans quel pays? C'était aux États-Unis. Aux États-Unis, OK. Bien sûr. Et le plus long? Ah ben, c'était avec toi. 4 ans et demi. 4 ans et demi, ouais. Le dernier segment que je voulais aborder avec toi, c'est les fameux pièges. On en a parlé souvent, toi puis moi. Ouais. Il existe des pièges à éviter, autant que possible, quand on fait des acquisitions. Qu'on n'évite jamais complètement. Alors, je vais te laisser aller. Un des pièges, d'après toi, qui est le plus qu'on voit souvent, c'est lequel? Le premier qu'on voit tout le temps, c'est tomber en amour avec la cible. C'est ça. Et c'est qui tombe en amour avec la cible? Les opérationnels. Les opérationnels? Ouais. Des fois, notre direction. Nous aussi un peu, parce qu'on commence à connaître les gens, mais nous, on est un peu les gardiens du temple, donc on essaye d'avoir le moins d'émotions possible vis-à-vis de la cible, mais non, c'est vraiment le premier piège. Et comment est-ce que c'est gérable, ce piège-là? Est-ce qu'il y a moyen de le gérer? Ah ben, il faut rappeler à nos opérationnels et à nos directeurs, enfin nos grands patrons, qu'on ne fait pas une acquisition à n'importe quel prix, dans n'importe quelles conditions. Puis chez vous, c'est qui les gardiens de la neutralité? Alors, il y a moi, mais il y a aussi notre direction financière, hein, qui est le gardien du temple, hein, ah ouais. et qui nous ramène à la réalité tout le temps. Tomber en amour avec la cible, jusqu'à quel point ça va avoir un impact sur tout le cours de la transaction, même sur le prix, hein, je pense? Sur le prix, essentiellement, oui. Quand on tombe en amour, en général, on met des lunettes roses et on oublie tout ce qui est, on fait fi de tout ce qui est un peu négatif et on ne voit que du
que du positif et on commence par faire des plans d'affaires qui sont irréalistes, hein, OK. et qui sont au-delà de ce qui est raisonnable d'attendre d'une cible comme celle-là. Est-ce qu'il existe des cibles, des fois, où les financiers ont tendance à mal évaluer le risque et c'est l'opérationnel qui est tombé en amour qui nous fait réaliser que finalement la cible, elle est vraiment belle? Ou c'est un angle que tu refuses? Alors, je ne le refuse pas, mais je ne pense pas que ça arrive souvent. Je pense que chacun est dans son rôle et le financier, lui, il doit vraiment être le gardien du temps pour qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Pour que des gens comme moi, par exemple, en charge du développement, n'acceptent pas des choses qui ne devraient pas être acceptables, OK. du point de vue de l'acheteur. Et surtout pour que les opérationnels ne racontent pas n'importe quoi ou acceptent toute défaillance de l'entreprise qu'on la considère comme minime, alors qu'en fait, elle ne l'est peut-être pas. Tout ça pour que cette acquisition en fait se fasse. D'autres pièges? Euh, Moi, je dirais j'en ai d'autres, mais... Alors moi, j'en ai un, oui. c'est le manque de patience. Il Ah y a oui. toujours un moment où on manque de patience. OK. Du côté acheteur, du côté vendeur, on commence à être tanné, on veut que les choses aillent plus vite. OK. Euh, et ça, faut garder la tête froide. OK. Puis, est-ce que le manque de patience entraîne... c'est quoi, ça nous amène à faire des choses qu'on ne devrait pas faire ou aller rapidement par exemple, dans la clôture de documents Aller ou trop de vite. botcher en bon québécois, là? Exactement. Ouais. Hein? Moi, j'allais dire overlooker en bon français. Ouais. Oui, absolument. Ce manque de patience ne- fait que tu as tendance à pas regarder tous les détails. OK. Et quand même, le diable est dans les détails. Et donc, je pense qu'il faut prendre son temps. Donc, le bon banquier d'affaires en moi, quand je vois une entreprise, de vous mettre de la pression, puis de pousser, pousser, Tu pousser. es dans ton rôle, hein. C'est bon? Et moi, mon rôle, c'est retenir, retenir, retenir. OK. J'en ai une autre qui est un peu peut-être une conséquence de quand on tombe en amour. Moi, je dis souvent de ne pas boire ton propre Kool-Aid. Ce que ça veut dire, c'est que souvent, quand tu tombes en amour, tu te mets à teinter tout le processus, en fait. Ah ben, Les, c'est ce que je disais ouais, avec c'est les ça. lunettes roses, hein. Les projections, la lecture des vérifications diligentes et tout, tout est teinté. Hein, Dès que tu vois dans le rapport red flag, dès que tu vois du rouge, tu dis non, mais finalement, c'est plutôt un orange. OK. Ouais, Ça, on le voit, hein? On le voit beaucoup. Ouais, hein? J'ai jamais vu non plus de. Mais dans le fond, dans une société comme la vôtre, quand vous avez plusieurs étages décisionnels, des comités, etc., ça joue un peu le rôle de gardien, en fait, de ces trucs-là, non? Chaque étage est le gardien de l'étage du dessous. OK. Le danger, moi, je trouve, c'est lorsqu'on voit potentiellement beaucoup de synergie, malgré nous, on va teinter l'évaluation, en fait. C'est ça le danger. C'est que malgré nous, on puisse se dire, ah, ben, c'est pas trop grave, on a tellement de synergie qu'on peut, Finalement, on peut monter le prix. Oui. on peut monter un peu le prix. Donc, on se retrouve à distribuer une partie des synergies. Mm. Est-ce que vous avez déjà fait le calcul chez Vinci de la quantité de synergie que vous avez laissé aller ou vous n'avez jamais fait le calcul? Non, il y a une règle un peu informelle qui est, quand on calcule les synergies, on peut aller jusqu'à donner la moitié des synergies aux vendeurs, hein, Ah oui, hein? mais en fait, qu'on n'utilise pas nous. Moi, j'avais vu une étude, je ne sais pas si c'est BCG ou Bain, qui avait dit qu'en moyenne, il y avait à peu près 30 des synergies qui étaient redistribuées aux vendeurs. Ça revient un peu à ce que tu dis. C'est possible. Ouais, jusqu'à 50 c'est ça. Le dernier piège, dans le fond, dont j'aimerais parler avec toi, que nous, on voit des fois dans les acquisitions, puis je pense que c'est plus un piège stratégique, c'est souvent, on va voir des entreprises qui vont faire des acquisitions à l'extérieur de leur cœur de métier ou leur core business, comme on dit en anglais, pour essayer de venir régler un problème. Alors, je ne sais pas si chez Vinci, vous le voyez, par exemple, dans une certaine géographie, par exemple, où vous êtes moins bon, est-ce que vous avez tendance à faire une acquisition pour venir régler un problème local ou pas, je ne sais pas. Là, Mais, est-ce que c'est quelque chose que tu vois, toi? Dans le passé, non. OK. Je ne l'ai jamais vu. Chez Vinci, ce n'est pas trop le genre de méthode. OK. Par contre, ce que j'ai vu comme autre problème stratégique et qui s'est passé
il y a quand même des années maintenant, c'est vouloir acheter une entreprise pour, De façon défensive? de façon défensive, c'est ça. Ouais, parce que on en a parlé avant. Tu me dis que c'est le genre de truc qui est dangereux, hein, c'est ça? Absolument. En fait, l'idée, c'est de sortir un acteur du marché parce que tu es un peu serré dans ce marché et que tu penses qu'avec moins d'acteurs, alors il y Tu aura vas mieux toujours, t'en sortir? tu vas mieux t'en sortir, pas de problème de concurrence parce qu'il y a suffisamment d'acteurs dans le marché. Il n'empêche que les parts de marché se redéfinissent. OK. Et donc finalement, tu finis par acheter un des voisins et toutes les parts de marché, elles sont redistribuées avec tous les autres concurrents. OK. Donc en fait, ça ne servi à rien, puis c'est toi qui as payé pour tout. Donc, est-ce que ça s'apparente même à la limite à essayer d'éliminer un compétiteur? Ou Euh, là, c'est plus. un peu, mais en fait, il y a suffisamment de concurrents. En fait, c'est les marchés où il y a déjà trop de concurrence et personne ne s'en sort. OK. Donc c'est Donc, pour les ça que je gens, dis que tu n'as vous pas de vous bouffez problème. entre vous, c'est ça? Voilà, c'est pour ça que je dis que tu n'as pas de problème avec le bureau de la concurrence, parce que c'est pas du tout dans les situations de monopole qui OK. pourraient être bloquées par les bureaux de la concurrence. C'est surtout qu'il y a trop de monde. Et donc, tu te dis que ben, tu vas doubler ta taille en achetant ton concurrent. Et en fait, c'est pas ça qui se passe. À la fin, ce qui se passe, c'est que la taille du concurrent en fait, se répartit sur tous les autres, sauf que tu es le seul à avoir payé. OK. Merci beaucoup, Philippe. C'était Bien très, vu. très intéressant. On pourrait en parler longuement. Puis peut-être on va continuer notre discussion éventuellement. Merci beaucoup pour ton temps, ta générosité, puis de nous avoir parlé de façon candide sur les acquisitions. Puis je te souhaite une transaction en Afrique. En Antarctique. En Antarctique.